Je voudrais parler dans cette causerie de ce 5 septembre 2009, donc causerie de rentrée des classes, et également du retour d'ailleurs de DSK Paris, la veille. Je voudrais parler de l'astrologie relationnelle, terme qui est cher à notre collaboratrice Mireille Petit. Et effectivement, d'une certaine manière, c'est un terme que j'aurais tendance actuellement à revendiquer, parce qu'il me paraît représenter probablement ce qui est l'enjeu fondamental de l'astrologie, à condition de donner à ce terme, à cette formule, une dimension qui n'est peut-être pas celle que lui avait conférée Mireille. Car en vérité, toute la vie sociale est de l'ordre du relationnel. Relations, liens qui peuvent se faire et se défaire, et voire se contrefaire d'ailleurs. Et donc, c'est toute cette activité complexe, des contacts, des combinaisons, qui est fonction, en quelque sorte, de la cyclicité astrologique telle que je la conçois. J'ai parlé dans un texte récemment de l'astrologie comme science des alliances. Et à mon avis, c'est la meilleure façon de répondre quand on pose la question de savoir ce qu'étudie l'astrologie, de dire qu'elle étudie l'évolution des liens. Une formule d'autant plus intéressante d'ailleurs que, bien évidemment, cela implique aussi qu'il y ait un lien entre les hommes et le cosmos. Et l'astrologie établit en effet ce lien. Et ce lien lui-même d'ailleurs, il évolue. Il évolue comme le lien que nous avons avec le Soleil évolue. Il n'est pas le même le jour et la nuit. Il n'est pas le même l'été et l'hiver. De la même façon, le lien que nous entretenons, que nous vivons avec Saturne, qui est la planète par excellence, et qui est en quelque sorte la lune du système solaire, si l'on peut dire, avec les mêmes chiffres. J'entends par là que la dialectique Lune-Soleil se retrouve dans la dialectique Saturne-Étoile fixe. La Lune étant, comme Saturne, l'élément le plus rapide des binômes en question. Alors, vous savez, j'ai envisagé beaucoup de présentations, beaucoup de formulations, et chaque fois je les ai testées au regard des événements et de la commodité même du concept. Alors, si on regarde ce que j'ai écrit et ce que j'ai exprimé depuis 6 mois, il y a eu certainement des évolutions. On pourrait en discuter. On n'est pas là pour faire la genèse de ma propre réflexion sur le sujet. Ce ne serait pas d'ailleurs facile. Je propose donc aux lecteurs, aux visiteurs, aux téléspectateurs de notre téléprovidence de se servir de cet outil. Alors l'outil lui-même, on le connaît, enfin nous en avons déjà parlé, c'est la division du cercle en 8 fois 45 degrés, qui correspond en gros à ce que j'appelle une phase bleue qui se situe actuellement autour de 15 degrés de chaque signe cardinal, et une phase rouge qui se situe 45 degrés plus loin au début de chaque signe mutable.
étant entendu que c'est au début de chaque signe mutable que se trouvent les 4 étoiles fixes royales. Alors, ce terme de relation, d'astrologie relationnelle, il est tout à fait viable et tout à fait utile, et indifféremment, en fait, que l'on étudie un petit groupe ou une nation ou un ensemble de nations. Dans tous les cas de figure, il y a des liens, et des rapprochements, plus ou moins contre nature, plus ou moins évidents, plus ou moins consentis d'ailleurs, et qui peuvent à d'autres moments être remis en question. Cette nature du lien évolue. Et l'astrologie est là pour nous dire à quel rythme les liens, le lien, dans toutes ces manifestations, dans tous ces avatars, va évoluer au cours d'une période donnée. Alors, ce que je vous propose, je l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que l'astrologue fournisse un diagramme avec les différentes étapes, les différentes phases de Saturne, avec une alternance de bleu et de rouge. Et c'est au client de remplir ce document. Mais il ne va pas le faire pendant la consultation, vous imaginez bien. C'est un document qu'il devra remplir dans le cours des prochaines semaines, ou des prochains mois même, qui suivront son apprentissage, son initiation, qui est simplement l'apprentissage d'un mode d'emploi, comme on apprend à servir une nouvelle voiture. N'oublions pas quand même que les gens ne sont pas idiots, ils sont habitués à remplir des déclarations d'impôts, ils sont habitués à utiliser toutes sortes d'appareils. Donc, en fait, on leur apprend à se servir de l'appareil astrologique, au sens où moi je l'entends, bien sûr. Et à partir de là, évidemment, ils doivent l'appliquer. Et ça prend du temps. On peut imaginer des consultations ou des séances. Enfin, ce n'est pas indispensable. Il y a encore un certain type de supervision. Ou de collectif, d'ailleurs, où les gens se réunissent entre eux pour parler du système en question et comment ils l'appliquent à eux-mêmes. Ça peut être des initiatives tout à fait privées. Ça impliquerait d'ailleurs que l'astrologie soit de plus en plus répandue sous cette forme. D'ailleurs, la personne à qui on donne ce genre d'outil, elle n'est pas censée uniquement l'utiliser pour elle-même, elle peut l'utiliser pour comprendre le monde. Elle peut faire un jour une sorte de... Oui, elle peut décrypter ainsi le monde à travers ce schéma que nous avons constitué des deux carrés bleu et rouge, alternativement. Alors, je voudrais entrer davantage dans le feu du sujet en soulignant le fait que la phase bleue, une phase où le lien se multiplie, et où il y a une sorte d'unité qui se constitue ainsi, tout étant très liés. C'est l'occasion de relier justement des pays entre eux, des régions entre elles, de connecter les choses, de les rapprocher de diverses façons, par des réseaux, par des toiles, comme le web. Et à l'inverse, la phase rouge, qui est à peu près de la même durée, comme l'hiver est à peu près de la même durée que l'été, la phase rouge, elle, va
détruire, va casser, si on peut dire, du lien. C'est-à-dire qu'elle va séparer ce qui avait été rapproché, éloigner ce qui avait été mis en contact. Et, par là même, la phase rouge entend, en quelque sorte, qu'il y ait une dualité. Puisqu'il n'y a plus d'unité, on pourrait dire qu'il pourrait y avoir évidemment une dispersion, mais cette dispersion elle-même peut ensuite se constituer en dualité. C'est-à-dire qu'il y a un pôle à côté et un autre pôle en face, qui lui est opposé. Il y a des périodes où les gens aiment bien qu'il y ait une opposition, qu'il y ait un débat. La revendication principale, notamment pendant ce premier semestre, et ensuite 2011, parce que nous sommes déjà presque aux 3/4 de l'année 2011, la revendication, c'est le débat, c'est l'existence ou la non-existence d'une opposition, c'est la protestation, parce que nous sommes en phase rouge. Et en phase rouge, en quelque sorte, il est normal, il est attendu que se dresse quelqu'un, un leader, qui soit un peu le chef de l'opposition, qui regroupe, qui focalise des forces face à un autre ensemble, qui serait en quelque sorte la majorité, le pouvoir. En tout cas, il faut qu'il y ait une dualité. Comme les Anglais ont bien compris, en donnant un statut tout à fait particulier au chef de l'opposition, ce qu'ils appellent le shadow cabinet, c'est-à-dire le cabinet fantôme. Et c'est développé dans beaucoup de démocraties, l'opposition a effectivement un statut important. Et ce qui a manqué finalement le plus à ces pays, notamment du Moyen-Orient, du monde arabe, c'est en fait le côté unitaire de la société, le consensus lourd, le fait qu'on n'ait pas de débat. Et ça, c'est vécu par certaines personnes comme très pénible. Et donc la phase rouge est là pour mettre en place, en œuvre, un débat, un espace de débat. Et cela fait appel, évidemment, à des personnalités qui sont en mesure d'animer ce débat, de faire pendant à ceux qui sont de l'autre côté, qui sont en face. Donc la phase rouge n'est pas forcément négative, elle est la mort, en quelque sorte, de la phase bleue, d'une phase bleue, qui va donc être suivie d'une phase rouge, où le débat va s'instaurer, et cela aboutira éventuellement à des nouveaux rapports de force, à de nouvelles dominantes, qui vont sous-tendre la phase bleue suivante. Donc c'est une condition absolument nécessaire pour une société de se renouveler par la phase rouge pour pouvoir repartir avec un nouveau projet unitaire qui sera le résultat d'une compétition. Une sorte de phase rouge serait une sorte de période électorale, si on peut dire, qui s'achèverait avec la phase bleue, si ce n'est qu'évidemment le calendrier n'est pas celui que les différentes démocraties ont inventé, chacune de leur côté, dans la plus grande confusion et sans aucune concertation. Ce dont d'ailleurs, elle ne semble pas se plaindre, mais je pense que ça va venir qu'un jour ou l'autre, c'est-à-dire le cas pour les européennes,
qu'un jour ou l'autre, on arrive à harmoniser les dates de constitution des nouvelles assemblées et d'élection de nouveaux responsables politiques. Bon. Ça, je pense que de ce côté-là, l'astrologie aurait beaucoup à apporter. Donc il faut dire qu'elle ait obtenu un certain crédit, qu'elle ait regagné un certain crédit. Donc ce que je veux dire, c'est que l'astrologie relationnelle vaut aussi bien pour l'astrologie mondiale que pour la consultation individuelle, familiale en tout cas, de couple. Alors évidemment, il ne s'agit pas du tout de la synastrie ou de la comparaison de thèmes comme l'entend Mireille Petit. Et on ne fait pas de thème astral dans le système de l'astrologie de carré. Mais il s'agit de voir comment un processus rouge est vécu dans une situation donnée. Comment tel couple, telle famille, telle entreprise, telle union, telle fédération, telle coalition vont réagir, vont surmonter le défi de la dualité, c'est-à-dire le défi consistant à, c'est un peu l'heure de vérité, si on peut dire, un moment de vérité, c'est-à-dire le défi consistant à s'apercevoir que les combinaisons qu'on a élaborées, qu'on a établies dans Face Bleue, sont fragiles, sont discutables, sont douteuses, et qu'il va falloir repenser le système. On sait que c'est ce qui se passe avec l'Union européenne, qui va certainement profiter de la phase rouge pour repenser sa stratégie unitaire, qui a montré ses limites, qu'on puisse dire. Et il est clair qu'il y a des syncrétismes qui peuvent devenir insupportables en Face Bleue, des rapprochements entre des promiscuités entre des entités complètement différentes, qui n'appartiennent pas aux mêmes sensibilités, aux mêmes cultures. La phase bleue est une phase qui essaye de refouler le naturel, en quelque sorte, qui essaie de refouler les différences, voire même les nier, et qui essaie d'intégrer, de mettre une sorte de creuset des choses extrêmement différentes, des gens extrêmement différents, des peuples extrêmement différents. Et ça peut fonctionner jusqu'à un certain point par la force, par les dynamiques de la phase bleue, mais dès que, enfin, en phase rouge, cette dynamique de rassemblement n'a plus la force, on peut dire, de procéder à ce rassemblement. Et donc, par conséquent, la force d'aimantation qui permettrait à des choses extrêmement différentes de, malgré tout, se relier, cette force n'est plus suffisante. Et par conséquent, ce qui était soudé, c'est-à-dire qui n'était plus qu'une seule chose, c'est le sens du mot soudé, ça vient de solitaire, de solus, eh bien ce qui était soudé se dessoude, se défait, en phase rouge. Donc on surveillera le passage en phase bleue comme correspondant à des rapprochements, par exemple dans un couple, des gens qui viennent d'horizons, de races, de religions totalement différentes, et qui néanmoins voudront vivre ensemble, se marier, avoir des enfants ensemble. C'est typiquement la phase bleue. Mais attention aux effets de la phase rouge, qui peuvent être délétères, et qui peuvent compromettre durablement ce genre de mariage entre des forces complètement différentes, qui font effectivement l'intérêt de la phase bleue.
Mais la phase rouge, justement, va être, je dirais, va être extrêmement sévère par rapport à ce genre de mariage. Et s'ils ne se sont pas consolidés considérablement, vont battre de l'aile, vont montrer leur vulnérabilité assez rapidement en phase rouge. Il faut le savoir, donc quand un client nous rencontre en phase rouge, ou à l'approche de la phase rouge, de toute façon l'astrologue doit travailler sur plusieurs années, et voir déjà les choses aussi bien longtemps dans le passé que dans l'avenir, comme le fait le numérologue d'ailleurs. Eh bien, l'arrivée prochaine d'une phase rouge doit nous mettre en garde contre toutes les combinaisons, les rapprochements que nous avons cru bon de réaliser ou de favoriser et qui risqueraient fort, même s'ils semblent depuis avoir été assez durables, qui risqueraient fort de ne pas tenir. Effectivement, là, il faut effectivement faire très attention. Ce que je voudrais faire comprendre dans cette petite causerie, justement, c'est le parallèle constant entre la relation de couple et la relation entre entités politiques. La relation entre, d'ailleurs, des hommes politiques qui eux-mêmes forment parfois des couples. Et donc, par conséquent, cette dimension de rapprochement et d'éloignement, elle est une constante de la vie sociale, de la vie relationnelle, de l'histoire tout simplement. Et c'est cela que, selon moi, doit étudier et vouer à étudier l'astrologie telle que je la conçois. Alors effectivement, on peut faire des prévisions relativement précises, sans qu'elles le soient vraiment d'ailleurs. À partir du moment où on dit, voilà, certaines situations vont se produire, avec certains types de problématiques, il faut dire les choses de manière suffisamment abstraite, mais une abstraction qui, dès qu'elle est confrontée à une réalité, perçoit le lien entre la réalité et l'abstraction. J'ai souvent fait des consultations de ce genre, où je formulais une abstraction, et je demandais au client de voir ce que ça pouvait évoquer en lui, chez lui, sans que moi-même je sois en mesure de dire ce qu'il en était. Les gens ne sont pas idiots, on n'a pas besoin de leur mettre les poings sur les i. L'astrologue ne peut pas se substituer à son client. Donc il ne peut que lui mettre sur la piste, il ne peut que lui faire comprendre la problématique d'alternance, d'alternative. Il ne peut pas aller plus loin. Si le client n'est pas capable de faire ce travail par lui-même, c'est là qu'effectivement il va aller vers des formes de voyance, où alors là, on n'est plus dans l'abstraction. Mais l'astrologue qui se répète, il est dans l'abstraction. Il ne peut pas ne pas être dans l'abstraction. Mais c'est une abstraction qui parfois est extrêmement parlante. Si je dis par exemple qu'il y a un risque de divorce, c'est pas de la voyance. C'est simplement que la notion de divorce, dans tous les sens du terme, est au cœur de l'astrologie. Donc par conséquent, l'astrologue qui annonce des séparations et des divorces, il ne fait pas du tout de voyance. Il est au cœur de son travail, de son métier. Effectivement, nous sommes des gens qui annonçons des mariages et des divorces, mais dans le sens le plus large possible. Et il semble que tous les praticiens de différentes disciplines devraient déjà connaître le schéma astrologique du lien et les cyclicités du lien avant d'aborder leur propre démarche. Cette cyclicité du lien, elle sous-tend tout le travail des praticiens, des thérapeutes. Alors, effectivement, je vais résumer un petit peu, faire le point sur ce que je viens de dire.
Premièrement, nous sommes dans une phase qui a besoin de répondants, qui a besoin d'opposition, et donc qui va chercher des leaders capables de prendre le contre-pied de ce qui est dit par ailleurs. Donc on va chercher des gens qui sont des protestataires, des contestataires, ce qui nous ramène d'ailleurs à mai 68. Et effectivement, mai 68, qui est en phase rouge aussi, est une phase de contestation dans une société, rappelons-le, 68, qui n'a pas connu d'alternance, justement, depuis 1958, depuis 10 ans. Et on n'a pas dit assez à quel point c'était ce problème de l'alternance qui est au cœur de mai 68. Une société qui n'est pas suffisamment alerte, une société qui est un petit peu engourdie, endormie, au niveau politique, au niveau de l'état d'esprit. Et donc là, il y a un ressaisissement de phase rouge qui caractérise mai 68. Tout comme 21 ans plus tard, ça va caractériser les démantèlements, l'ébranlement en 89 des pays du pacte de Varsovie, des pays du bloc communiste, du bloc de l'Europe de l'Est. Et comme cela se joue également actuellement. Plus de 20 ans après les événements de Berlin et compagnie. Alors, je voudrais passer à un autre sujet qui, à mon avis, est assez lié de toute façon, et qui est d'ordre épistémologique. C'est-à-dire, une problématique qui intéresse beaucoup notre ami Serge Brémorel, qui maintenant fait des conférences par Internet, par le biais d'Internet, sur ce sujet. On a eu justement aujourd'hui, le 5 septembre. Et j'ai déjà dit à quel point il était fâcheux de tout mélanger, de tout combiner. Je vais prendre un exemple un petit peu trivial. Si donc on donne à quelqu'un du poisson, on va dire, mais avec quoi tu vas donner ce poisson? Avec quoi tu vas le servir? Avec quel vin? Avec quel légume? Cette espèce de... cette façon qu'il y a de ne pas manger les choses pour elles-mêmes. Du poisson, c'est du poisson. Un steak, c'est un steak. Pas besoin d'ajouter de la moutarde ou de je ne sais quoi. Quelques sauces. Il faut que les produits se défendent d'eux-mêmes. Parce qu'autrement, on ne sait pas la valeur du produit. Il faut que tel produit, on puisse l'apprécier. Quand par exemple, on veut apprécier une bouteille de vin, on apprécie la bouteille de vin. On ne va pas la mélanger avec autre chose, normalement. On va dire, ah, mais on va rajouter un peu de ceci ou cela. D'ailleurs, entre parenthèses, quand on le fait, on considère que c'est un vin qui a été trafiqué. Eh bien, dans le cas de l'astrologie, c'est un peu pareil. Deux idées complètement opposées de l'astrologie circulent, ce qui prouve bien d'ailleurs que, à mon avis, on est en phase rouge. C'est-à-dire qu'en fait, il y a ce qu'on appelle l'approche multifactorielle de l'astrologie, chère notamment à Alain de Chivray, président de la FEDAF. Alors, qui a le mérite d'être clairement exposé, mais qui a de graves inconvénients sur le plan épistémologique. C'est-à-dire que l'approche multifactorielle, ça veut dire que l'astrologie est un facteur parmi d'autres.
Alors, on la mélange, comme on mélangerait un produit avec d'autres produits pour faire un plat. Alors, on est dans la stratégie du mélange des genres. Et ça, c'est regrettable. On ne peut plus, à partir de ce moment-là, savoir ce que l'astrologie a dans le ventre, en quelque sorte. Elle se combine avec d'autres choses. On rajoute d'autres choses. Ne serait-ce que le talent de l'astrologue, qui lui va prendre le thème, et puis il va l'interpréter, et puis il va en tirer quelque chose, tout en tenant compte éventuellement de ce qu'il a perçu et capté chez la personne. On sait le thème. Si c'est quelqu'un de célèbre, c'est pas très compliqué. Si c'est quelqu'un qui vient vous rendre visite ou qui vous téléphone, on peut déjà aussi se faire une idée. Donc de toute façon, là on fait du lien, on rapproche, on relie des choses, mais alors on relie des choses qui, malgré tout, sont très diverses. Ça c'est aussi le problème syncrétique de la phase bleue. Puisque là on est. Alors l'astrologue, donc il fait du lien, visiblement. Et pourquoi pas? Mais à mon avis, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre, ce qui veut dire que si on veut vraiment apprécier l'astrologie, eh ben, il faut l'apprécier pour elle-même. Alors, et quand je dis pour elle-même, on risque de me déformer mes propos et de les biaiser. D'abord parce que pour elle-même, c'est une façon de parler, parce que l'astrologie actuelle est déjà un énorme ensemble de choses extrêmement diverses. Donc, ce ne serait même pas correct de prendre l'astrologie en tant que telle, avec tout cet ensemble de données. Parce que là, on n'est pas dans une forme d'unité de l'astrologie, là. On est visiblement dans des choses extrêmement diverses qui se retrouvent, qui sont remises ensemble sous couvert d'astrologie. Et puis deuxièmement, il y a le consultant, l'astrologue lui-même, qui apporte aussi quelque chose à l'astrologie. Ce qui fait que l'astrologie, on ne sait pas très bien où elle est. Moi je sais ce qu'elle est, et pour moi c'est l'astrologie des deux carrés. Mais de manière générale, l'astrologie traditionnelle est faite déjà d'un très grand nombre de données, d'informations de toutes sortes, qui sont un peu pêle-mêle, et que l'astrologue va devoir articuler, combiner. Donc le verre est déjà dans le fruit en quelque sorte. Donc il ne s'agit pas de se contenter de prendre l'astrologie telle qu'elle est, comme le faisait Madame Suzel-Fusobrecht, dans ses statistiques, c'est-à-dire on prend la totalité de l'astrologie et on voit si l'astrologie marche. Cette astrologie telle qu'elle est définie par la tradition, par la coutume. Eh bien non. Pour que l'astrologie soit crédible, il faut qu'elle se limite à un axe bien précis, à un cycle bien précis. Donc effectivement, là il n'y aurait pas d'ambiguïté. Mais dès qu'on combine les planètes, qu'on combine les facteurs dans un même espace en quelque sorte, alors là je crois que ça ne veut plus rien dire du tout. Il peut y avoir une diversité du cycle, il peut y avoir différentes phases du cycle qui se suivent et qui ne se mélangent pas, qui se succèdent, qui est tout à fait différent. Donc, sur ce débat sur astrologie et science, je répondrai que le débat est faussé dès le départ si l'on ne décante pas, si on ne grossit pas l'astrologie. Ou si on préfère, si on ne décide pas que l'astrologie, ce sera cette astrologie-là, et que ce sera ce modèle-là qui sera testé, et non pas toute l'astrologie, et tous les modèles qui en font partie.
Donc, vous avez bien compris que je suis contre les astrologues, ou les gens en général qui sont dans l'avec. Qui disent, voilà, je prends ça avec ça. Avec quoi tu manges ceci? Avec ça. Voilà. Cette espèce d'obsession de l'avec, quelque chose qui m'effare. C'est même vrai aussi dans le domaine, effectivement, je suis avec telle personne. Et avec ça, et avec cela, qu'est-ce que vous prenez? On est toujours en sollicité à ajouter quelque chose, à prendre quelque chose en même temps. Et donc, par conséquent, on est de moins en moins capable d'apprécier les choses pour elles-mêmes. Parce que les choses sont elles-mêmes devenues des ensembles complexes. Il faut déjà décanter ces ensembles complexes pour arriver à des choses simples. Mais si vous me dites par exemple qu'un couscous c'est quelque chose de simple, non, je répondrai que le couscous n'est pas quelque chose de simple. Il est composite, il est fait de différents éléments, de différentes données, il n'est pas simple. Même si on va dire le couscous ou un couscous. Cette singularité dissimule en quelque sorte un caractère extrêmement composite. Et donc ça, il faut effectivement se garder de tomber dans le piège. L'astrologie a besoin de modèles extrêmement simples qui puissent être validés, vérifiés. Alors comment valider ou vérifier un modèle? Eh bien, en suivant les périodicités sur une longue durée. C'est-à-dire, en voyant chaque fois que la personne ou l'entité passe en période rouge, de voir s'il y a des choses du même ordre qui reviennent. Et évidemment de la même façon en période bleue. Et ça c'est absolument indispensable. Et rappelons qu'encore une fois que ces périodes bleues et ces périodes rouges ne sont pas calculées d'après le thème natal, mais qui sont des structures qui sont permanentes depuis des millénaires pour l'humanité, pour notre société. Alors que le thème natal, ça varie d'un individu à une autre. Donc effectivement, il faut montrer que sur une cinquantaine d'années, par exemple si quelqu'un a 70 ans par exemple, il faut montrer que chaque fois qu'il y a une phase bleue, il y a un certain type de situation qui revient, et que chaque fois qu'il y a une nouvelle phase rouge, il y a une nouvelle situation qui revient. Ça fait penser un petit peu à la pleine lune et à la nouvelle lune. Et par conséquent, c'est ce qui distingue l'astrologue du voyant. L'astrologue doit disposer d'un système, et ce système, il doit fonctionner sans lui. Parce que s'il fonctionne avec lui, eh bien ce n'est pas un système autonome, c'est un peu comme le joueur d'échecs, l'automate joueur d'échecs qui ne marchait en fin de compte que parce qu'il y avait un nain caché dans sa armoire intérieure. Donc effectivement, on triche carrément dès qu'on se sert, quand on utilise quelque chose en plus, quand on rajoute quelque chose, on triche. On peut rajouter des choses à des boissons, etc. Tout ce qui empêche de saisir les choses par elles-mêmes, pour elles-mêmes, relève de l'escroquerie. Et à tel point qu'effectivement, quelqu'un qui a appris par cœur un texte, par exemple, ou qui lit un texte, bien là aussi, on n'est pas dans la clarté, parce que justement, ça peut complètement occulter la réalité. Ça peut nous induire en erreur sur les vraies capacités d'une personne qui se donne certains résultats, certaines expressions, qui s'approprient ces expressions.
Donc, il ne peut pas y avoir de véritable démonstration de la valeur de l'astrologie sans se situer sur un grand nombre de cas et sans étudier la récurrence de ces cas sur une longue période aussi. Alors là aussi, il y a quelque chose d'assez curieux et paradoxal à propos de ce qu'on appelle l'histoire dans la longue durée. Parce que, en fait, cette histoire de longue durée qui a souvent fasciné les astrologues, qui leur a permis d'étudier les ères précessionnelles en essayant de montrer ce qui est commun à l'ensemble lunaire de 2160 ans, ou qui permet à Maryse Lévy d'étudier le passage de Pluton, planète lointaine, à travers les 12 signes qui traversent, chaque signe étant traversé pendant plus de 10 ans. Eh bien, effectivement, ces façons de procéder ne sont pas satisfaisantes. Il n'y a pas véritablement de période qui dure indéfiniment comme cela. Il n'y a pas que des étés, il n'y a pas que des jours, il n'y a pas que des nuits. Alors peut-être que les gens oublient les moments intermédiaires, mais croire que quelqu'un qui croirait qui croirait que il ne s'est rien passé, par exemple, d'un Noël au Noël suivant, mais si, il s'est passé beaucoup de choses. Même si on revient au même point, entre-temps, il s'est passé des choses d'un tout autre ordre, éventuellement. Et donc, on va parler de la longue durée de la succession des Noëls sur un siècle, comme on le fait récemment sur un film où on voit les personnages se retrouver tous les ans. On s'appelle Un jour, justement. Alors, un jour, oui, on peut se souvenir de ses anniversaires, mais ça ne veut pas dire que sous ces anniversaires se sont succédés l'un après l'autre sans aucun élément intermédiaire. Bien sûr que si. On peut apprécier de passer tous les ans un mois à la plage, mais ça ne veut pas dire qu'entre chaque passage, chaque vacances, il s'est passé des choses de nature totalement différente. Donc là, il faut faire très attention parce que si dans une période X, il y a des choses extrêmement différentes qui se produisent, on peut toujours trouver ce qu'on veut dans une période X relativement longue. Donc ça ne veut strictement rien dire. Si je dis en telle année il a eu une période de chaleur, c'est une plaisanterie. Mais je peux aussi bien dire qu'en la même année il y a une période de froid, ça serait aussi vrai. Donc je vais dire des choses qui sont de toute façon irréfutables parce que pendant la période que j'ai choisie, cette période est suffisamment longue pour que des choses opposées se déroulent, se produisent, et donc par conséquent, on peut annoncer n'importe quoi, ça se retrouvera dans l'année en question, parce que cette année est une unité de temps qui en même temps n'est pas viable. On peut dire que sidéralement il y a une année, mais au niveau du Soleil, il est clair que pour un lieu donné, l'année ne se déroulera pas d'une façon homogène. Elle aura des hauts et des bas et des hauts et des bas. Donc faites attention. Là aussi, on est dans le même épistémologique. C'est pas intéressant de faire des études rétrospectives ou prospectives sur des périodes trop longues, parce que ces périodes-là ont toutes les chances d'être remises en question par d'autres périodes qui viennent s'y inscrire. D'ailleurs, à ce sujet, je crois que dans une autre causerie, j'avais parlé de ce problème-là très rapidement, c'est-à-dire que de toute façon, même si on considère une période de 10 ans, eh bien, chaque jour, on revit aussi des choses dans une journée qui sont du même ordre que ce qu'on pourrait vivre sur une dizaine d'années. Et donc, par conséquent, faire des prévisions à quelqu'un, ça n'a pas beaucoup de sens si ce n'est pas inscrit dans une périodicité extrêmement rigoureuse. Parce que
Oui, cette périodicité, ça veut dire quoi cette périodicité? D'abord, premièrement, il faut parler de manière extrêmement simple et claire. Cette notion de relationnel est compréhensible. Les gens savent ce que c'est qu'une liaison, savent ce que c'est qu'une rupture, savent ce que c'est que de s'associer à quelqu'un, savent ce que c'est que de renoncer à un contrat. Ce sont des notions qui leur parlent parce qu'elles font partie intégrante de la vie sociale. D'ailleurs, dans le mot société, il y a le mot d'association, de relation. Et l'astrologie que je préconise, et dont je suis en quelque sorte le chef d'école, l'astrologie populaire, au sens où elle n'est plus confinée dans les cabinets d'astrologues, elle ne passe plus par la parole de l'astrologue, je dirais même à la limite. C'est un rapport direct entre le ciel, en tout cas sa formulation, puisque ce n'est pas tout le ciel qui intéresse l'astrologie telle que je la pratique, mais c'est une partie très limitée du ciel. C'est un ciel que l'homme s'est choisi par rapport à ses besoins et ses connaissances. Eh bien, c'est un lien direct entre le ciel, le schéma céleste que j'ai établi, n'est-ce pas, et l'individu. L'individu en tant que citoyen et en tant que personnage, que personne privée, que particulier. Et par conséquent, cette astrologie est vouée à se substituer aux horoscopes des journaux, puisque la notion de typologie astrologique me paraît aberrante. On n'est pas bélier ou taureau ou gémeaux. On peut éventuellement avoir des passages au niveau d'une cyclicité par le bélier, le taureau et le gémeaux. Et ça, c'est encore un autre sujet, parce que le zodiaque lui-même est quelque chose qui n'est plus très cohérent. Et sa cohérence est souvent plaquée sur le zodiaque. Mais très peu d'astrologues sont capables de rendre compte de la symbolique du zodiaque comme un ensemble de valeurs successives. C'est plutôt... c'est plus ça qui est en jeu. Alors qu'en réalité, effectivement, il y a dans le zodiaque, dans le symbolisme zodiacal, des traces qui montrent bien que le zodiaque est une sorte d'alphabet du temps. Une forme d'alphabet, d'ailleurs, étant un alphabet du temps, enfin, en tout cas, de l'espace-temps. C'est une succession d'étapes successives qui correspondent à des activités successives. Ça, on pourrait en reparler, c'est les Richard de Duc de Berry, ce sont les almanachs mensuels. Il faut bien comprendre qu'il y a plusieurs cyclicités et que l'astrologie n'a pas le monopole des cyclicités. Quand on fait une consultation, on ne peut pas ignorer que la personne vit dans différents niveaux de cyclicité. La cyclicité astrologique qui est saturnienne, il y a la cyclicité du jour, de l'instant même peut-être, de la semaine, du mois, de l'année, du trimestre, du terme. Et l'individu ne vit pas uniquement un cycle lent. Il vit aussi au rythme du quotidien, au rythme de l'hebdomadaire, au rythme du mensuel, au rythme de l'année. Et ces rythmes-là ne sont pas réservés d'ailleurs aux hommes, à la différence de l'astrologie. Donc là aussi, il y a un problème, parce qu'effectivement, d'ailleurs il y a aussi un cycle des âges, il y a un problème parce qu'effectivement, l'astrologue peut dire des choses qui ne seront vraies que ponctuellement, et je dirais même de façon aléatoire, dans le cadre d'un cycle court. Donc comment arriver à différencier ce qui est proprement astrologique,
c'est-à-dire ce qui est de l'ordre du rapport planète-étoile, avec ce qui est de l'ordre du cycle, et de cycle naturel, si on peut dire, pour opposition à l'astrologie qui est un cycle artificiel. Même si, effectivement, elle est fondée sur des réalités planétaires, mais l'importance accordée à certaines configurations est artificielle. Il n'y a pas de raison de s'intéresser particulièrement au passage de Saturne sur une étoile fixe ou au carré de Saturne à sa position. Enfin, peu importe, tout ça, c'est de l'astronomie, mais c'est une astronomie totalement revue et corrigée. L'astrologie, c'est un peu cela, c'est comme une sculpture. Le matériau de base, c'est l'astronomie, mais l'astrologue va restructurer cet ensemble. Et donc, effectivement, comment distinguer toutes ces strates les unes des autres quand il s'agit véritablement de vérifier quelque chose? Eh bien, c'est un sujet que j'aborde depuis pas mal de temps, qui n'est pas si facile que ça à résoudre et à élucider. Mais disons que, effectivement, l'événement de ces... Par exemple, quand un enfant part le matin, il quitte sa maison. Il part de chez lui. Mais ça n'a pas de rapport avec le fait de partir en vacances, en voyage, et non plus de partir pour aller vivre ailleurs. Donc, cette notion de départ est elle-même une notion extrêmement vague et récurrente. Donc, elle ne fait sens que dans le cadre d'un système donné. Parce que dans un autre système, elle aura également une autre signification. Donc, si on n'a pas de référence, ce n'est pas la peine. La notion de séparation que j'exposais dans le cadre de cette astrologie relationnelle, c'est une cyclicité, une périodicité qui doit revenir chaque fois que Saturne passe à certains endroits et doit avoir des effets déterminants à long terme en rapport avec les phases et la durée des phases concernées. Chaque phase étant, comme chacun sait, dans l'astrologie des deux carrés, de 3 ans et demi. C'est-à-dire 1/8 du cycle de Saturne. D'ailleurs, ces notions de 3 ans et demi se retrouvant dans les Saintes Écritures, dans la Bible, etc. Et, tout comme d'ailleurs les 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Et donc, par conséquent, il n'est pas aisé de faire entendre la voix de l'astrologie quand il y a autant de choses qui se passent, autant de cycles qui existent par ailleurs. Il faut arriver à serrer ces différents niveaux d'existence, ces différents niveaux de cyclicité, et ne pas s'imaginer que, surtout, ne pas prendre des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire ne pas croire qu'on a trouvé quelque chose, alors que ça correspond à autre chose, à un autre niveau. Et, effectivement, on risque souvent non pas de se tromper, au contraire, mais en fait se tromper, oui, mais de croire qu'on ne s'est pas trompé alors qu'on s'est trompé. Alors, est-ce que l'astrologie peut réellement se renouveler? C'est la dernière question que je vais poser avant de terminer cette causerie. C'est assez désespérant de ce point de vue-là, voyez-vous. Elle n'arrive pas à se recycler, elle n'arrive pas à se renouveler en profondeur. On peut jouer sur les mots. Elle peut récupérer d'autres informations, d'autres données, notamment les données astronomiques, mythologiques, etc. Mais se renouveler au sens d'évacuer des solutions qu'elle a pu développer à un moment donné et de dire que ces solutions n'ont plus d'intérêt actuellement. Or là, au contraire, il semblerait que toutes les solutions qui ont pu être accumulées sont conservées.
Et elles sont conservées souvent dans un piètre état, parce qu'on ne les comprend plus très bien, mais on les utilise aussi encore. Bon, effectivement, bon, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est le problème de la matricialité de l'astrologie, c'est-à-dire la question de quel est le cœur de l'astrologie, et qu'est-ce qui a été mis par-dessus, rajouté, combiné. Donc on voit que l'astrologie, science du lien, est également victime des liens qu'elle développe et qui normalement devraient être provisoires et qui perdurent. C'est assez fâcheux. Enfin, comme on sait, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Donc effectivement, il me semble, après de longues tribulations, moult tribulations, il me semble que cette astrologie relationnelle du rapprochement et l'éloignement tient la route. On peut l'appliquer à des situations extrêmement diverses, au niveau biographique, au niveau historique. Et c'est un instrument qui ne change pas d'une personne à l'autre, qui n'exige pas de savoir dresser un thème, et qui exige avant tout une certaine capacité d'abstraction, il faut bien le dire, qui permet l'abstraction aussi bien de la part de l'astrologue que du client d'ailleurs. Peut-être même plus de la part du client que de l'astrologue. Le client idéal de l'astrologue est celui qui est évidemment capable de rapprocher des périodes de sa vie extrêmement différentes, mais qui sont marquées par la même configuration. C'est déjà un très bon exercice. Autrement dit, il faudrait presque un permis pour être, non pas astrologue, mais pour utiliser l'astrologie. C'est comme on n'achète pas une voiture, si on achète une voiture, il faut aussi un permis. À mon avis, il faut quand même une formation pour justement utiliser au mieux les données astrologiques. Parce que la personne qui n'est pas douée elle va avoir un accident comme dans une voiture, mais elle ne va pas servir à la cause de l'astrologie. Et elle va être tentée justement de combiner l'astrologie avec d'autres choses, d'autres savoirs, d'autres techniques, d'autres supports. Et ce n'est pas du tout ce que nous cherchons ici. Nous cherchons au contraire à faire apparaître l'astrologie telle qu'elle est, dans son intégrité, et qu'elle sache se défendre au mieux, avec ses propres armes, quitte à faire un travail de dégrossissement, un travail d'amaigrissement, je dirais, de renforcement. Oui, ça certainement. Mais la solution qui consisterait à rajouter à l'astrologie autre chose, y compris la présence d'un homme de l'art, me paraît une voie qu'il faut désormais abandonner. En tout cas, voilà l'alternative à l'astrologie traditionnelle que je souhaitais proposer en cette période de phase rouge qui est propice à cette mise en évidence d'alternatives.